Pirater un serveur grâce aux mathématiques, est-ce que c'est possible? Mercredi 24 mars 2021, Sax, un professionnel de la cybersécurité que je vous invite à suivre, a publié un tweet dans lequel il affirme avoir réalisé un pentest pour un client. Sauf que au cours de ce pentest, il a réussi à très facilement obtenir la clé privée qui lui donnait accès au serveur SSH de son client. Cette clé, pour ceux qui connaissent pas, elle permet de se connecter au serveur et d'exécuter des commandes dessus. Le problème, c'est que pour appuyer son tweet, il a aussi révélé une petite partie de la clé privée, en masquant bien évidemment la grande majorité des informations. La question qu'on va se poser dans cette vidéo, c'est est-ce que depuis cette capture d'écran, depuis ce screen, est-ce qu'on peut régénérer la clé privée en entier qui nous donne accès au serveur SSH? Eh ben on va le voir tout de suite. Avant de commencer la vidéo, je tiens à dire qu'elle est inspirée du travail réalisé par CryptoHack. Le premier lien dans la description, c'est un lien vers leur article, donc n'hésitez pas à aller le lire et aussi à les suivre sur Twitter par exemple. Je tiens aussi à dire que dans cette vidéo, on va faire des maths parce que je sais que ça peut intéresser des gens. On m'a déjà posé la question de s'il fallait avoir des bonnes bases en maths pour faire de la cybersécurité. Alors selon moi, c'est assez important en effet d'avoir quelques bases en maths, mais ça dépend. Dans cette vidéo par exemple, on va faire de la cryptographie. Si vous voulez vous pencher vraiment là-dessus, il faut un petit peu plus que des bases. J'espère qu'avec cette vidéo, je vais en motiver quelques-uns à écouter un petit peu plus pendant leur cours de maths, parce qu'avec ça, on peut vraiment faire des merveilles. Donc, Sax a partagé une partie d'une clé privée RSA. Mais à quoi ça sert une clé privée RSA? Bah ça sert à plein de choses, mais dans notre cas, ça va être une clé qui va nous permettre de nous authentifier auprès d'un serveur SSH. J'avais fait une vidéo dans laquelle je mettais en place un serveur SSH, et si vous vous souvenez bien, on avait besoin d'un mot de passe à chaque fois qu'on voulait se connecter. L'authentification par un mot de passe pour un serveur SSH, elle est pas forcément très recommandée. En général, il vaut mieux privilégier une authentification par clé. Le principe, il est simple, on génère une clé privée, une clé publique, on met la clé publique sur le serveur SSH, et quand on veut se connecter au serveur SSH, on va utiliser notre clé privée qui va nous permettre de nous authentifier en fait. Ça veut dire qu'on peut se connecter au serveur SSH sans mot de passe, donc on risque pas de l'oublier, mais c'est quand même plus sécurisé parce que c'est impossible de retrouver la clé sans aucune indication. Mais dans notre cas, on a une indication puisqu'on a une partie de la clé sous forme de capture d'écran. Plus exactement, on a les lignes 1 à 6 et les lignes 28 à 39. Avec cette commande, je vais régénérer une clé RSA. Je peux appuyer sur Entrée. Et on voit que ça a pris, une seconde peut-être. Je peux afficher la clé avec cette commande-là, on voit qu'elle est complète. Et notre objectif, ça va être de retrouver cette clé privée à partir de certaines informations. Donc cette clé-là, on la regarde plus avant la fin de la vidéo. Là, j'ai mis dans un autre fichier que j'ai appelé screen.pem l'équivalent de ce qu'on avait sur le screen de Sax, c'est-à-dire les 6 premières lignes et les lignes 28 à 39. Maintenant, il faut se demander qu'est-ce que ça contient exactement une clé RSA, pourquoi est-ce que c'est si secret? Eh ben, dans un premier lieu, ça va contenir deux nombres premiers. Un nombre premier, c'est un nombre qui n'est divisible que par 1 ou par lui-même. Par exemple, 3 est divisible par 1, il n'est pas divisible par 2 parce que 3 divisé par 2 ça fait 1 et il reste 2. Par contre, il est divisible par 3, donc il est divisible par 1 et 3, donc 3 est un nombre premier. Donc la clé privée contient deux nombres premiers qui sont énormes, qui ont plusieurs centaines de chiffres. Ces deux nombres premiers, on va les nommer P et Q. La clé privée contient également un autre nombre qui s'appelle N, qui est le produit de P par Q. Il y a aussi un exposant qui est noté E, et un autre nombre qu'on va noter D. Au début, je voulais vous expliquer un petit peu quelles propriétés ces nombres y respectaient, mais je pense que j'en aurais perdu plus d'un. Et ce que je vais faire plutôt, c'est que je vais vous mettre une vidéo qui explique ça en détail en haut à droite. N'hésitez pas à aller la regarder, le prof est super dynamique, ça se regarde tout seul. Le truc, c'est que si vous regardez en détail cette vidéo, vous verrez que jamais on utilise P et Q pour chiffrer ou déchiffrer un message. P et Q, je vous rappelle, c'est les deux nombres premiers. Sauf que s'ils servent ni à chiffrer ni à déchiffrer, sachant que le rôle de la clé privée, ça va être de chiffrer et de déchiffrer, pourquoi est-ce qu'on les stocke? Eh ben en fait ça va être une question d'optimisation. Chaque message qu'on va recevoir va être chiffré avec la clé publique et on va devoir le déchiffrer avec la clé privée. Sauf que si on reçoit beaucoup de messages, bah ça va faire beaucoup de calculs à faire, donc il y a intérêt à ce que tous ces calculs-là soient très optimisés. Donc ce qu'on va faire pour optimiser, c'est qu'on va stocker P, on va stocker Q, et on va stocker trois autres nombres. Le premier c'est dp qui va être égal à d modulo p-1. dq ça va être d modulo q-1. Et le dernier nombre qu'on va stocker qui s'appelle q-inv, ça va être l'inverse de q modulo p. Alors je sais que ça a l'air super compliqué et ça l'est en réalité, mais si je vous dis ça c'est juste pour vous montrer qu'en fait il y a un intérêt à stocker p et q et qu'il y a un intérêt à stocker d'autres nombres également. Ce qu'il faut retenir en fait c'est juste qu'on va stocker ça pour de l'optimisation. Donc si on résume, la clé privée elle contient n, elle contient e, elle contient p, elle contient q, elle contient dp et dq et elle contient q-inv. Voilà, il y a pas mal de choses en fait qui sont stockées dans cette clé. Mais si je régénère une clé juste là et que je l'ouvre, on peut voir que ça n'a pas du tout l'air d'être des nombres en fait qui sont stockés. On voit des lettres, etc. En fait la clé elle est encodée en base 64 pour le moment, donc la première étape
ça va être de décoder cette partie-là pour pouvoir lire les nombres qui sont stockés. Pour ça, on va s'aider de notre meilleur ami Python, et on va créer un décode.py. Ici, j'ai fait le petit programme Python qui va bien, qui va nous montrer tout ça une fois que c'est décodé de la base 64, et que c'est réencodé en base hexadécimale. Pourquoi? Parce que ce sera plus pratique pour la suite. On va le lancer. Et évidemment, j'ai les headers de la clé privée qui vont pas être reconnus. Donc je vais les supprimer, tout simplement. Hop. Hop. On sauvegarde. Et on va pouvoir relancer ça. Et voilà. Donc on a notre super clé qui est là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va même créer un nouveau fichier qu'on va appeler example. Parfait. Donc ce example, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est l'hexadécimal de la clé exemple qu'on a mis juste là, qu'on a généré tout à l'heure. Voilà à quoi elle ressemble, donc on voit que ça nous aide pas beaucoup, il n'y a pas du tout les nombres, on voit pas où ils sont. Je vais vous expliquer comment on fait pour lire un fichier comme ça. En fait, ce fichier, il est au format ASN1, et donc pour lire les informations, il faut respecter certaines choses. Déjà, si on veut stocker un nombre dans un fichier ASN1, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on commence par 0,2. Donc on va tout simplement faire un CTRL F et taper 0,2. On a un 0,2 juste là, ça commence ici. 0,2 suivi d'un 0. Qu'est-ce qui représente ce 0? Il représente la taille sur laquelle va être stockée la longueur du nombre qui va être stocké. Je rappelle que quand on a un 0,2, ça veut dire qu'on va stocker un nombre. Donc la taille de ce nombre va être stockée sur 0. En fait, quand il y a un 0, ça veut dire que ça va être stocké sur un demi-octet, c'est-à-dire un seul caractère hexadécimal. Donc la taille, en fait, c'est juste ce 1 qui est juste là. C'est le seul caractère qui suit le 0. Je sais que c'est pas très clair pour le moment, on va en faire un autre juste après. Donc la taille de notre nombre, c'est quoi? C'est 1, c'est-à-dire un octet. C'est-à-dire 2 caractères hexadécimaux. Donc le nombre qu'on a stocké, c'est quoi? C'est le 0 qui est juste là, le double 0. Et on a fini, on a déclaré un nombre ici, il y a un nombre qui est déclaré, c'est 0. Bon, pourquoi pas. Juste après, on a un autre 0,2. Ce 0,2, vous savez, ça veut dire qu'on déclare un nouveau nombre. Après 0,2, on a 82 qui vient. 82, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la longueur de la taille de l'entier est stockée sur 2 octets. 2 octets, ça veut dire 4 caractères hexadécimaux. Donc les 4 prochains, c'est quoi? C'est 0, 2, 0, 1. Donc 0, 201. 201 en hexadécimal, c'est 513 en décimal. Donc le nombre est stocké sur 513 octets. Un octet, je vous rappelle que c'est 2 caractères hexadécimaux. Donc 513, ça nous donne du 1026. Donc les 1026 prochains caractères, ça représente notre nombre. On va compter. On peut voir le nombre que j'ai sélectionné en bas, là je suis à 970, on va aller jusqu'à 1026. Hop, 1026. Alors, on voit ici que j'ai sélectionné aussi des caractères retour à la ligne. Il y a 10 caractères retour à la ligne que j'ai sélectionnés, donc je vais ajouter 10 à ma sélection, parce qu'ils sont pas censés être comptés. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et voilà, ça c'est le nombre qu'on a stocké. On voit qu'il est absolument immense. Ce nombre-là, il représente n dans la clé privée. Juste à la suite, on a encore un 0,2, c'est-à-dire la nouvelle déclaration d'un nombre. C'est assez normal puisque en fait dans la clé privée on stocke que des nombres comme on l'a vu. Donc un nouveau nombre. Après le 0,2 on a un 0. On l'a vu tout à l'heure, le 0 ça veut dire que la longueur de la taille du nombre c'est uniquement le caractère d'après, donc le 3. 3 ça veut dire que c'est stocké sur 3 octets. 3 octets c'est 6 caractères hexadécimaux, sans compter le retour à la ligne là, donc 1, 2, 3, 4. On compte pas le retour à la ligne, 5, 6. On a 0, 1, 0, 0, 0, 1. Ce nombre-là, c'est quoi? C'est E, c'est l'exposant. Cet exposant, il vaut 65 537, on verra plus tard pourquoi. Donc voilà, c'est comme ça qu'on va stocker les nombres dans la clé privée. On peut voir juste après, il y a encore un 0282 qui va être stocké sur 0200, c'est-à-dire 512. Donc les 1024 prochains caractères, ça représente le nombre qui est là. En l'occurrence, ce nombre-là, c'est D. Je vous ai fait un petit schéma qui représente chaque nombre en fonction de sa position dans la grille. Et si on regarde notre super screen, il est encore encodé en base 64, donc on va le décoder tout de suite. Voilà, donc là c'est notre screen.pem une fois qu'il est décodé de la base 64. Et notre objectif, ça va être de retrouver certains nombres, les nombres qui sont stockés ici en fait. Si on refait une recherche de 0,2, on voit qu'on en a plusieurs. Ici on a un 0,282, ça ressemble beaucoup au début de la déclaration d'un nombre. Donc on va taper 0,282, vous savez quoi? Là on voit 0,282, il est situé à peu près au milieu d'une ligne. Si on réouvre notre example, on voit qu'on a un 0,282 qui est la ligne 28,
exactement une ligne qui était comprise dans le screen, ligne 28, on a bien un 0,282 qui est situé exactement au même endroit. Donc c'est parfait. Si on compare avec le screen que je vous ai mis juste avant, qui représentait la position des nombres dans la clé, eh ben on voit qu'en fait, le nombre qu'on a juste là, c'est Q, et on l'a dans son intégralité. Et ça, c'est très intéressant. On a Q dans son intégralité, et on voit également qu'on a ici dp dans son intégralité. Ensuite, on a le début de dq, et on a aussi la fin de p juste en haut. J'ai oublié de le préciser, mais on a également tout le début de n. Donc c'est pas mal, on a beaucoup d'infos. Voilà, donc j'ai noté ici ce qu'on avait, on a Q dans son intégralité, on a dp dans son intégralité. Maintenant l'objectif ça va être de trouver E et de trouver P. Pourquoi ces nombres spécifiquement? Parce que si on a P, Q et E, on peut régénérer toute la clé. Ça va donc être le moment de faire des maths pour pouvoir essayer de voir comment on peut retrouver P. Déjà dp, il faut savoir que c'est le reste de D divisé par P-1. Donc dp en fait c'est égal à D moins un entier relatif, c'est-à-dire un entier compris entre moins l'infini et plus l'infini, multiplié par P-1. Pour que ce soit plus clair, je vais donner un exemple. Si on imagine que dp c'est le reste de 10 divisé par 3, on a dp qui est égal à d, donc c'est-à-dire 10, moins un nombre fois 3. En l'occurrence, le nombre en question c'est 3. Et si on fait 10 moins 3 fois 3, ça donne 1. Donc dp vaudrait 1 si d valait 10 et p-1 valait 3. Si on multiplie chaque côté de l'égalité par e, on a e multiplié par dp qui est égal à e multiplié par d, moins k1 qui est l'entier relatif qu'on a vu tout à l'heure, multiplié par p-1. Si on développe, on a e multiplié par d, moins e multiplié par k1, multiplié par p-1. Sauf que, si vous avez regardé la vidéo que je vous ai conseillée au début, on sait que e fois d, c'est congru à 1 modulo p-1 q-1. Ce que ça veut dire, c'est qu'on peut écrire e fois d qui est égal à k2, encore k un entier relatif, multiplié par p-1 q-1, plus 1. Donc e multiplié par dp c'est k2 multiplié par p-1 q-1 plus 1, moins e fois k1 multiplié par p-1. Si on factorise par p1, on obtient e multiplié par dp qui est égal à p-1 facteur de k2 fois q-1 moins e fois k1 plus 1. On sait que k2 fois q-1 moins e k1, c'est quoi? C'est un entier qui est relatif aussi. Donc on peut remplacer ça par un entier relatif, on sait pas lequel, qu'on va nommer k3. On a donc e fois dp qui est égal à p-1 fois k3 plus 1, avec k3 qui est égal à k2 fois q-1 moins e fois k1. Voilà, c'était l'étape la plus dure, maintenant on a juste à isoler p à gauche de l'équation pour pouvoir savoir à quoi il est égal en fonction des paramètres qui sont dans l'équation. On obtient donc e fois dp moins 1 divisé par k3 plus 1. On a beaucoup avancé déjà, on a maintenant une équation qui nous donne la valeur de p en fonction de e, de dp et de k3. Sur ces trois paramètres là, il nous manque juste e et k3. Le truc c'est qu'il y a plusieurs choses que je vous ai pas dit à propos de e, c'est qu'il doit respecter certaines conditions. Déjà, pour une question d'optimisation, il doit pas être trop grand, sinon les calculs sont trop compliqués à faire pour l'ordinateur, et donc c'est moins optimisé. Il doit pas non plus être trop petit, et il a aussi quelques autres conditions à respecter, je vais pas forcément en parler tout de suite, mais pour qu'il les respecte tous, il suffit simplement de prendre e premier. C'est-à-dire que si on prend e qui n'est divisible que par lui-même ou par 1, eh ben il respecte automatiquement toutes les conditions qu'il doit respecter. Je tiens quand même à préciser que c'est pas obligatoire que e soit premier, mais s'il est premier, il respecte toutes les conditions d'office. Donc en général, les ordinateurs, plutôt que de générer à chaque fois un nouveau nombre premier qui soit pas trop grand, pas trop petit, ils vont générer toujours le même, et ce nombre-là, c'est 65 537, parce que c'est un nombre qui a un bon compromis, il est pas trop grand, il est pas trop petit, et il est premier. Donc ici, on va considérer que E vaut 65 537. Donc au final, tout ce qui nous manque dans l'équation, c'est quoi? C'est K3. Et cette valeur-là, on va la brute forcer. Pour ça, on a notre meilleur ami Python. J'ai créé un fichier bruteforce.py qui va contenir pour le moment le Q, le DP et le E, puisque c'est les paramètres qu'on a dans l'équation. Et on va commencer à faire notre brute force sur K3. Donc for K3 in range. Et là, on va avoir un problème. Parce que K3, qu'est-ce qu'on sait sur K3? On sait que c'est un entier relatif, donc il est situé entre moins l'infini et plus l'infini. On n'a aucune autre information sur lui. Et ça c'est problématique parce qu'on va pas pouvoir itérer tous les nombres entre moins l'infini et plus l'infini. Donc il va falloir encore une fois qu'on se serve des maths pour savoir entre quoi est situé K3. Pour ça, on va partir de dp. dp, on sait que c'est le reste de d divisé par p-1. Donc il est forcément plus petit que p-1. C'est logique, parce que si je prends par exemple 10 divisé par 3, le reste, ça va forcément être inférieur à 3. Sinon ça aurait pas de sens. Le reste de 10 divisé par 3, ça pourrait être 0, ça pourrait être 1, ça pourrait être 2. En l'occurrence, c'est 1. C'est forcément compris entre 0 et 3. Et pour d divisé par p-1, c'est pareil. On sait que du coup, dp, il est situé entre 0 et p-1. Si on choisit de multiplier chaque membre de l'inéquation par e,
on a le droit, puisque E est strictement positif, on obtient E multiplié par dp compris entre 0 et E multiplié par p-1. Je rappelle que E multiplié par dp c'est quoi? C'est p-1 multiplié par k3 plus 1, on l'a montré tout à l'heure. Donc on a juste à remplacer. On a 0 inférieur à p-1 fois k3 plus 1 qui est inférieur ou égal à E multiplié par p-1. On sait aussi que p-1 fois k3 c'est forcément inférieur à p-1 fois k3 plus 1. C'est logique puisqu'on ajoute 1 en fait à p-1 fois k3, donc c'est forcément inférieur. Et bah comme on a ça, on peut en déduire que -1 est inférieur à p-1 fois k3, qui est inférieur à E fois p-1. Comme on sait que p est supérieur à 1, on sait qu'on peut diviser de chaque côté par p-1, et on a donc -1 divisé par p-1, qui est inférieur à k3, qui est inférieur à E. Sauf que p, je rappelle que c'est un nombre premier qui est énorme. Je rappelle, un p et q, c'est deux nombres premiers qui sont dans la clé privée, et qui sont gigantesques. Donc on sait que p il est largement supérieur à 2. Et ce que ça veut dire, c'est que la partie de gauche de l'équation, là, le -1 divisé par p-1, bah il est forcément supérieur à -1. Ce sera quelque chose de la forme -0, quelque chose. Sauf que k3 c'est un entier, donc il est forcément supérieur ou égal à 0. Donc on a prouvé que k3 est forcément compris entre 0 et E, si E est positif et si p est supérieur à 2. On a de la chance parce qu'on connaît E, et qui vaut 65 537, donc au final ça fait pas beaucoup de nombres à brute forcée. On va pas s'occuper du cas où k3 égale 0, simplement parce que dans le calcul de p on va devoir diviser par k3, et on n'a pas le droit de diviser par 0, donc on va pas s'occuper de ce cas-là. On va faire un for k3 in range 1, E. Donc ça va itérer entre 1 et E, la valeur de k3. La première chose à faire, c'est vérifier si k3 vérifie les propriétés de k3. Je rappelle que dp fois E, modulo k3, c'est censé être égal à 1. Si c'est le cas, on va calculer p. P, c'est censé être égal à dp fois E divisé par k3 plus 1. Je rappelle encore une fois qu'il faut que p soit premier, parce que là, c'est bien beau, mais on a plein de p potentiels. Donc on va vérifier s'il est premier. If isPrime de p, on va tout simplement l'afficher. Print p. Et voilà, on a notre brute force de prêt. On va pouvoir le lancer grâce à la commande Python bruteforce.py. Ça prend quelques secondes, mais au bout d'un moment, il nous sort un nouveau nombre qui est absolument gigantesque, juste là, et c'est notre valeur de p. Pourquoi est-ce qu'on est certain que c'est le bon p qui est sorti ici? Bah, tout simplement parce que c'est le seul à être sorti. S'il y en avait eu plusieurs, on aurait pu avoir des doutes, et il aurait fallu tester de calculer p fois q pour voir si ça correspondait à la valeur de n qui est stockée juste là, dans le point PEM. Ici on n'en a pas besoin vu que c'est la seule valeur qui est sortie. Je viens de mettre dans un nouveau fichier recover.py les trois valeurs qu'on a, donc P, Q et E, puisque je vous ai dit qu'à partir de ces trois valeurs-là, on pouvait retrouver l'intégralité de la clé privée. On va avoir besoin de N également, qui est égal à P fois Q, je vous l'ai dit tout à l'heure. Et on a besoin de D, qui lui est égal, on peut le retrouver grâce à cette commande. Pourquoi cette commande en particulier? Tout simplement parce que D vérifie cette équation, et donc on peut le retrouver grâce à cette fonction inverse. On peut importer la librairie RSA et construire la clé à partir des paramètres qu'on vient de calculer. Et on va pouvoir l'exporter au format PEM et l'afficher. Si on lance ce programme recover.py, Python recover.py, on voit qu'on a une clé privée qui s'affiche, et cette clé privée, on va la stocker dans un fichier qu'on va appeler recovered.pem, et on voit que là, on a un nouveau fichier recovered.pem qui est là. Et comment est-ce qu'on va faire pour prouver que ces deux fichiers sont bien identiques? Eh ben, on va tout simplement servir de la commande diff avec l'option S qui va nous permettre de dire si les deux fichiers sont bien identiques ou non. diff-s recovered.pem, et le deuxième fichier c'est original privatekey.pem. On appuie sur entrée, ça nous dit que les deux fichiers sont identiques. Donc on a bien récupéré l'intégralité de la clé privée à partir d'un simple screen. Alors je le remonte. On avait vraiment pas beaucoup d'infos, on avait juste ces lignes-là, et on a pu retrouver l'intégralité de la clé privée. Donc là, évidemment, j'ai pas fait la vidéo avec la clé qui est présente sur Twitter, mais j'aurais tout à fait pu. Et on aurait pu récupérer cette clé-là pour pouvoir obtenir un accès sur le serveur. Alors évidemment, la clé privée sur Twitter, elle est plus valide. Mais ce que ça nous apprend, c'est qu'il faut faire quand même extrêmement attention aux informations qu'on partage, et on a aussi appris que révéler même partiellement une clé privée, ça peut être extrêmement dangereux. Personnellement, si j'avais pas lu l'article de CryptoHack, j'aurais jamais pu me douter qu'en montrant une si petite partie de la clé privée, on pouvait tout récupérer grâce aux mathématiques. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à la partager avec des amis. Elle m'a pris pas mal de temps à préparer avec toutes les démonstrations mathématiques et tout, mais je trouvais ça intéressant de montrer qu'avec les maths, on pouvait aussi faire du hacking. Alors bien évidemment, c'est pas un cas qu'on rencontrera tous les jours,
mais ça peut être intéressant d'avoir quand même quelques bases de maths pour pouvoir se remettre dedans, et si l'occasion se présente, récupérer une clé RSA de cette manière. En plus, dans le monde du hacking, on montre rarement les mathématiques, et je trouvais ça vraiment intéressant de le faire en vidéo avec une démonstration, etc. Même si je pense que cette vidéo va intéresser un petit peu moins de monde parce que les maths c'est souvent boudé par les gens. Donc toutes les personnes qui aiment bien les maths, n'hésitez pas à commenter en masse et à partager la vidéo, peut-être que j'en ferai d'autres comme ça. Vous pouvez aussi laisser un like et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!